Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une vague de protestations contre les financements publics de la campagne électorale fixée à 15 millions de francs CFA pour la première tranche. Certains candidats à l'élection présidentielle jugent ce montant dérisoire et insignifiant pour leur déploiement à travers le triangle national. Le gouvernement répond à ces critiques dans ce journal. Des leaders religieux du Cameroun déplorent les assassinats et les attaques perpétrées contre des Camerounais dans les régions anglophones. Ils déplorent les méthodes inadéquates avec lesquelles le gouvernement agit pour résoudre cette crise anglophone. Dans une lettre adressée aux Camerounais, aux groupes armés séparatistes, mais aussi aux partis politiques, ces leaders religieux appellent tous les Camerounais, quelle que soit leur sensibilité politique, à pouvoir œuvrer pour résoudre dans l'urgence la crise anglophone. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Certains candidats à l'élection présidentielle contestent cette première tranche de financement public de la campagne électorale fixée à 15 millions de francs CFA. Ce montant est jugé insuffisant et dérisoire par des représentants des candidats à l'élection présidentielle. D'autres ont clairement refusé de décaisser ce montant au ministère de l'administration territoriale. Ils dénoncent le cynisme des pouvoirs publics. Emmanuel Diop et Guy Zogo. Après l'annonce du déblocage de la première tranche du financement de la campagne électorale des candidats à la présidentielle du 7 octobre prochain par le ministre de l'administration territoriale, les réactions ne sont pas à l'enthousiasme dans le camp de l'opposition. Les premières informations qui ont circulé ont laissé entendre que ces candidats refusaient d'entrer en possession de cette somme d'argent jugée dérisoire. Dans le camp du parti Univers, sans aller jusqu'à l'extrémité du refus, on dénonce une théâtralisation du jeu politique. Nous sommes encore dans la théâtralisation du jeu politique et dans une très mauvaise instrumentalisation du financement des campagnes électorales. Il faut bien vous préciser que lorsqu'on parle de financement, c'est à peine, je crois, 15 millions de francs qu'ils vont mettre à disposition. Donc juste de quoi payer un peu de carburant, quelques flyers et même pas de quoi entretenir même ne serait-ce que la cellule de communication. De plus, le parti Univers y voit surtout une volonté de restreindre l'expression des partis politiques. C'est un non-événement. Nous considérons que c'est encore une autre manière de restreindre véritablement l'expression démocratique des partis en se servant de l'argument financier et nous sommes simplement désolés qu'au cours d'une élection comme celle-ci, que ce gouvernement ne brille pas par une volonté d'améliorer pratiquement les conditions d'expression démocratique des formations politiques. Néanmoins, le parti Univers souligne que son candidat dispose d'autres atouts que celui du financement public. Nous n'avons pas attendu ces miettes qui nous seront jetées. Nous sommes engagés pratiquement dans une vaste opération de fundraising à travers les numéros que nous avons et à travers les comptes bancaires afin que l'ensemble des Camerounais contribuent afin qu'au soir du 7 octobre pratiquement nous sortions victorieux en dépit de ces petites manœuvres qui sont mises en place. Pour sa part, loin de ces récriminations, le RDPC s'est enfermé dans un grand mutisme à ce sujet. Personne n'a accepté de s'exprimer. Le patron de la communication, le professeur Jacques Famendongo, nous faisant dire qu'il n'entend pas s'exprimer dans les médias avant le début de la campagne électorale. Cela au risque de croire qu'il y a ceux qui pleurent dans cette affaire et ceux qui n'ont aucun souci à se faire. Le ministre de l'administration territoriale a réagi à cette vague de protestation. Paul Tangandi martèle que ces financements publics sont décaissés selon le strict respect de la loi. Il précise que les représentants du candidat du RDPC et d'autres ont déchargé ces fonds publics. Le reste sera alloué en fonction des résultats obtenus après l'élection présidentielle. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent bénéficier du second décaissement de ces financements publics destinés à la campagne électorale. Et ce conseil électoral qui dit être prêt
pour l'organisation d'une élection présidentielle à condition que tous les acteurs du processus électoral jouent également leur partition sur la route d'Etoudi 2018. Les membres du Conseil électoral comptent sillonner le pays pour s'assurer que tout est fin prêt dans les différents démembrements de l'ECAM pour l'organisation de cette élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Plus que quelques jours et le coup d'envoi de la campagne électorale sera donné, conformément à l'article 87 du Code électoral. À Elections Cameroun, l'on se dit prêt à relever le défi de l'organisation du scrutin du 7 octobre. Nous sommes vraiment prêts. Vous savez que tout est programmé, les élections sont programmées. On ne joue pas à compte-gouttes. La date, c'est le 7 octobre. Mais soyez rassurés que tout est fin prêt pour que les élections puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Nous avons fait le tour des pays de l'Europe, nous avons fait les pays africains et le relais a été pris par la direction générale qui est présentement sur le terrain en vue de la remise du matériel et la formation des scrutateurs. Pour autant, des descentes sur le terrain sont programmées entre le 21 septembre et le 1er octobre 2018. Ça nous permet d'évaluer la situation et nous permet de faire une descente sur le terrain en vue de vérifier si le matériel électoral est effectivement arrivé à bon port, si toutes les activités qui devaient être menées sont menées. Et nous allons aussi, les membres du conseil vont aussi vivre la campagne pour voir un peu comment ça se passe et donner les diligences nécessaires sur le terrain. Il s'agira pour les membres du conseil électoral d'évaluer le niveau de distribution des cartes d'électeurs, de préparer la publication des listes électorales définitives au niveau des antennes communales, d'auditer l'état de répartition des bureaux de vote avec pour corollaire la vérification de la mise en place effective des commissions locales de vote et des commissions départementales de supervision. Il sera aussi question de superviser les activités de lancement de la campagne électorale et enfin d'évaluer le niveau de formation des personnels des démembrements territoriaux. Autant de défis que doit relever le conseil électoral, surtout en cette période où la problématique de la communication et de la sécurisation du processus électoral se pose avec acuité. En se réjouissant du climat apaisé qui prévaut désormais à Elekam, le président du conseil électoral a invité ses collaborateurs à se donner à fond afin qu'au soir du 7 octobre, Elections Cameroun n'ait rien à se reprocher dans la conduite du scrutin présidentiel. Et à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, le comité d'organisation du meeting de Cabral-Libye déclare que leur événement prévu initialement le dimanche 23 septembre au stade de Sikam est interdit. Selon le dit comité, le sous-préfet de Douala 5e invoque l'indisponibilité du stade de Sikam à Douala. Pourtant, les organisateurs du meeting disent avoir obtenu le document qui atteste de l'attribution de ce stade pour le meeting de Cabral-Libye après le versement des frais d'occupation. Après une réunion d'urgence, les organisateurs de ce meeting maintiennent la tenue de ce meeting au stade de Sikam le dimanche 23 septembre, jour de campagne électorale au Cameroun. Et parlant du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, lui, il est d'ores et déjà en pré-campagne électorale. Hier, à Douala, au parcours Vita, il a mobilisé des conducteurs de moto, taxi, avec un air de lancement de la campagne du RDPC dans le département du Vouri. Paul Atangandi a dit au Pain Sikina que le choix Paul Biya est une assurance tout risque pour l'avenir du Cameroun. Le patron du MINAT a tenu une séance de travail ensuite à huis clos avec le gouverneur du littoral, le préfet du Vouri et les autres sous-préfets de ce département et des différents arrondissements situés dans le département du Vouri. Selon certains observateurs, il est désormais difficile de dissocier le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, le fervent militant du RDPC. Depuis son entrée au gouvernement, le ministre Paul Atangandi multiplie les sorties pour présenter le président sortant comme le candidat idéal à cette élection présidentielle. Cependant, de nombreuses failles se glissent dans ces multiples sorties. Évocation avec Éric Martial Ndjomo. Dès son arrivée à la tête du ministère de l'administration territoriale, Paul Atangandi prend une série de mesures, parmi lesquelles la fermeture des armureries sur le territoire national. Il s'en rendra vite compte de la précipitation dans cette prise de décision, motivée par la circulation des armes au nord-ouest et au sud-ouest, puisque les enquêtes révéleront d'autres pistes d'approvisionnement n'ayant rien à voir avec les armureries.
Atangandi reviendra donc sur sa décision et rouvrira ses armureries 3 mois après leur fermeture. Deuxième tableau, lors de sa première visite de travail dans la région du littoral, notamment à Douala, Paul Atangandi donne 3 mois au conducteur de mototaxi pour se mettre en règle et se faire identifier. Près de 5 mois après, rien n'a été fait dans ce sens et son annonce est rentrée dans l'escarcelle des mesures sans lendemain, comme de nombreuses autres autorités avant lui. Désigné par Paul Biya pour piloter le plan d'urgence humanitaire pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des critiques avaient fusé de toutes parts sur le choix du chef de l'État présenté comme controversé. Au-delà des collectes de près de 2 milliards de francs CFA et d'une présentation de quelques denrées alimentaires et matériaux, plus rien. La loi des armes a gagné du terrain dans ces régions et les réfugiés et déplacés ont gonflé en nombre. Au-delà de cette hyperactivité sans résultat que d'aucuns qualifient d'échec, il y a l'incestuosité observée entre sa fonction ministérielle et son militantisme prépondérant pour le RDPC. Le ministre à tout faire revient de toutes les descentes sur le terrain, chargé de motions de soutien à Paul Biya, lui qui est paradoxalement présenté comme le ministre des élections de par son département ministériel. L'affaire de sondage donnant Paul Biya largement vainqueur de la présidentielle et qui a pour auteur, selon plusieurs journaux, un de ses proches, illustre à suffire pour certains la méthode Atangandi. S'agit-il d'un calcul politique en vue de la présidentielle ou alors la recherche réelle du bien-être des populations dans la région de l'Adamawa? La question se pose avec acuité au moment où le gouvernement vient de ressusciter un projet de recherche et d'exploitation de la minerai bauxite dans cette région du Cameroun. Le ministre des Mines s'y est rendu pour dévoiler le nom de l'entreprise qui va à nouveau mener des recherches d'exploration de ce minerai, la bauxite, dans la région de l'Adamawa. Évocation dans ce reportage signé Jean-Paul Chouniat. Il a fallu du temps aux populations de Minim, Martap et Ngaoundal pour voir le projet d'exploitation de la bauxite renaître de ses cendres dans la région de l'Adamawa. En hibernation depuis des décennies, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique vient de faire le tour des sites devant abriter ces différents gisements miniers. À en croire Ernest Ngwaboubou, la dernière phase de recherche devant précéder les premiers terrassements est imminente. L'entreprise en charge de cette étude est même déjà connue. Coût de ces travaux de recherche, 6 milliards de francs CFA. Autant d'investissements aux retombées astronomiques qui font déjà rêver les habitants des localités de Minim, Martap et Ngaoundal, toutes trois assises sur les mines de bauxite. Le cahier de charges entre le Cameroun et Kamalko prévoit des retombées de l'ordre de 100 000 francs CFA au kilomètre carré, seuil minimal du code minier camerounais. Si l'annonce du démarrage imminent du projet d'exploitation de bauxite dans l'Adamawa sonne comme une lueur d'espoir pour les populations de cette région, des observateurs de la scène politique camerounaise n'excluent pas du tout l'effet d'annonce d'un simple calcul politique à 2 semaines de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Et le patronat camerounais est plus qu'inquiet de l'avenir économique du Cameroun, notamment la croissance. Les patrons et chefs des grandes entreprises ont évoqué l'impact de la crise anglophone sur leur activité commerciale et industrielle. Ils ont interpellé le gouvernement sur la nécessité de résoudre en urgence cette crise qui affecte les performances économiques des entreprises camerounaises et qui crée un manque à gagner dans les recettes fiscales de l'État. Des précisions dans ce reportage signé Jean-Paul Chouniat. Dans les milieux économiques camerounais et même des régions ouest-africaines et Afrique centrale, le conflit armé qui secoue les régions du sud-ouest et du nord-ouest est désormais considéré comme une nouvelle donne qui assombrit le climat des affaires. Selon un récent rapport du groupement interpatronal du Cameroun, 269 milliards de francs CFA de pertes financières et matérielles enregistrées depuis l'éclatement de cette crise en 2016. Les brasseries du Cameroun ont été formidablement impactées au sud-ouest comme au nord-ouest. Cette crise nous touche sur les aspects sécuritaires, elle nous touche également sur les aspects de pouvoir d'achat avec la baisse du prix des produits pétroliers et également la baisse des prix des produits de rente. Selon des experts, si la crise sécuritaire dans les régions anglophones persiste, elle va affecter la croissance économique du Cameroun. Les activités dans cette zone ont très largement régressé, si vous voulez, et que ça aura certainement un impact sur la
croissance économique du Cameroun en 2018 et dans les années suivantes si cette crise n'est pas résolue avec la volonté des deux parties. Si les opérateurs économiques et les analystes financiers s'accordent à dire que la corruption et les lenteurs administratives ont régressé, beaucoup reste cependant à faire pour véritablement assainir le climat des affaires au Cameroun. La situation actuelle est loin d'être satisfaisante. Le dispositif d'amélioration existe. Il faut simplement que ce dispositif soit pris à cœur et appliqué. Dans les classements successifs du Doing Business sur les 10 dernières années, le Cameroun fait plus que du surplace. 163e en 2018 contre 166e en 2016. Et l'universitaire Justine Difo de s'interroger. Que pouvons-nous faire ensemble pour améliorer le climat des affaires au Cameroun? Problématique de son nouvel ouvrage sur l'analyse des performances économiques du Cameroun de 2008 à 2017. Et les leaders religieux sont sortis de leur réserve pour dénoncer les assassinats arbitraires et aveugles des Camerounais dans les régions anglophones. Ils s'insurgent contre les pillages et les destructions des biens publics. Ils condamnent les menaces, le chantage, les enlèvements orchestrés par des groupes et individus armés. Ces leaders religieux déplorent la lenteur et les méthodes inadéquates avec lesquelles le gouvernement agit pour résoudre cette crise anglophone. Ils invitent d'ailleurs le gouvernement à mettre sur pied, dans l'urgence, un plan national de résolution de cette crise. Ces leaders religieux ont également appelé les groupes et individus armés à mettre fin à toute forme de violence, de rançon, d'extorsion commise contre les populations. Les partis politiques doivent avoir, selon ces leaders religieux, pour priorité dans leur programme la résolution de la crise sociopolitique actuelle et le retour à la normale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est en substance la déclaration des leaders du Conseil des églises protestantes, du Conseil supérieur islamique et de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain s'est rendu à Garoua pour évaluer les différents chantiers d'amélioration du paysage urbain dans la capitale régionale du Nord. Et le constat est inquiétant. Quelques travaux piétinent depuis de nombreux mois et des instructions ont été données pour l'accélération de ces travaux. Olivier Sefo et Gladys Sidier. Après sa dernière visite au mois de mai, Jean-Claude Bointou, de retour à Garoua, dresse un bilan mitigé de l'avancement des travaux. Les routes qui vont s'étendre sur 60 km pour un coût total de 45 millions de francs CFA ont accusé un retard. Le ministre a donc instruit à l'entreprise en charge des travaux d'accélérer les choses et aux délégués du gouvernement d'en assurer le suivi. Les chantiers doivent être livrés au mois de mars 2019. Le déploiement sur le terrain pour que ces travaux soient prêts. Les populations dont les maisons avaient été détruites déplorent le fait que rien ne soit encore sorti de terre à cet endroit, devant abriter un espace vert. On nous a détruits, hein. Il n'y a pas là où dormir, vous voyez comment on est malade. Les gens vivent en l'air comme ça ne va pas. Nos voisins, on ne sait même plus là où ils sont partis, les gens sont éparpillés comme les poussins. Une autre étape importante de la visite du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, la descente sur le site de construction des logements sociaux. Ici, le taux d'exécution est de 58,22%. Le chantier qui devait être livré le 18 septembre de cette année piétine. Les travaux se poursuivent à Garoua. Les autorités de la ville ont pour mission de veiller au bon déroulement de ceux-ci. Toujours dans le cadre des axes routiers et l'aménagement routier au Cameroun, la capitale économique est encore confrontée à ce problème des routes qui sont en piteux état, notamment à Mbanga Pongo, dans le 3e arrondissement de Douala. Les populations qui espéraient bénéficier d'un projet d'aménagement routier, rien n'a été fait jusqu'ici. Du coup, elles doivent effectuer un véritable parcours de combattants pour se rendre chez elles ou alors sortir de cette banlieue située dans le 3e arrondissement de Douala. Reportage Warren Zede et Xavier Foka. Cette allée n'est pas une rivière ordinaire. C'est la route principale qui dessert le quartier Mbanga Pongo. Pour parcourir cet axe d'environ 3 km,
Les usagers doivent franchir ce type de lac à plusieurs endroits. Il faut cependant se frayer un chemin dans la broussaille, traverser sur de vieux pneus ou passer dans ces lacs avec des engins à 2 roues. Tous les jours, avant d'entrer chez moi, je tombe dans l'eau, je marche dans l'eau, la boue, etc. On ne vit pas bien. Si vous voyez depuis Trades arriver ici, c'est près de 2 heures de temps. Il faut que la moto te porte. À 5 minutes, tu dois descendre, marcher dans l'eau, enlever les bottes. Seuls des véhicules comme celui-ci et des motos conduites par de courageux pilotes parviennent à traverser ces lacs de cratères. La conséquence est immédiate sur le coût de transport. 1000 francs pour entrer dans Banga Pongo, c'est pas bien. À 21h, là-bas, on te demande 1500 francs. Souvent, tu ne parviens pas à entrer parce que tu dois dormir dehors. Dormir, payer peut-être une hôtel, peut-être parce que tu n'as pas eu la moto pour entrer dans Banga Pongo. Nous sommes vraiment dépassés, mes frères. Regardez l'état de route. Vous-même, vous êtes sur le terrain. Les élèves, les enseignants et autres usagers du collège d'enseignement secondaire de Banga Pongo, obligés d'utiliser cette route, ont chacun sa méthode pour rallier l'établissement. Souvent, quand j'arrive dans les cours d'eau, je retire les chaussures avant de traverser. Il y a l'eau en route partout. Comme je suis déjà ancienne ici, je connais déjà les routes où il n'y a pas l'eau. Pour venir à l'école, je passe par ces routes-là. Il y a des endroits même où il faut parfois que le parent prenne de la peine à porter l'enfant sur le dos avant de le traverser de l'autre rive pour que l'enfant continue à pied. L'état de cette route a aussi des répercussions sur le déroulement des enseignements. Pour dispenser les cours d'espèces ici, à ce pareil moment, ce n'est pas facile. Il faut peut-être attendre le mois d'octobre, fin octobre, pour lancer pour les enfants en fin octobre. Vous avez quoi à 7h30, 8h ici. Vous arrivez à Trades, vous passez 2 heures de temps pour avoir la moto, pour venir ici. Et donc vous arrivez ici à 9h, vous avez quoi à 7h. Vous n'avez pas fait cours. Parce qu'il n'y a pas de moto, pas d'engin, à cause de la route. L'aménagement de cette route avait été pourtant prévu dans les projets de l'année qui s'achève. On a dit que la seule route a été travaillée depuis, mais finalement nous sommes là depuis. On ne voit pas là où on a travaillé. Moi j'ai vu BIP 2018, Banga Pongo 2018, BIP. Mais moi aussi 2018 en train de finir. BIP 2018, c'est où sont les travaux? Face à cet abandon par les pouvoirs publics, le comité de développement du quartier Banga Pongo a décidé de prendre le taureau par les cornes. Nous avons mis des gens dans le quartier pour passer à la collecte, pour pouvoir essayer de fermer les trous. Et nous avons eu à acheter à louer des camions pour aller porter des déchets de ferraille dans des sociétés pour venir rembler certains trous que vous voyez sur la route. Malgré cet engagement, les populations subissent toujours le revers de cette route impraticable. Il y a des malades que parfois qui tombent même derrière la moto. Hein? Il y a d'autres même que les femmes enceintes qui, pour arriver au bon point, il n'y a pas accès. Parfois, tu comprends que la femme tombe en plein route et elle fait l'accouchement. Parfois, les agressions ont lieu accidenté au niveau des mados. Les habitants de Banga Pongo lancent un autre appel au pouvoir public pour la réhabilitation de cette route. Parlons à présent de cet Institut national des arts et de la culture qui doit sortir de terre en Bankomo, près de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Moulékombi, s'y est rendu pour évaluer l'avancement des travaux. Évocation avec Joël Sengue et Marcelin Gansop. Situé à Bankomo, près de Yaoundé, l'Institut national des arts et de la culture sort progressivement des terres. Le bâtiment principal est déjà quasiment achevé, à la satisfaction du ministre des Arts et de la Culture. Et tout à côté, il y a un bâtiment qui est en chantier. Il rentre dans le cadre d'un grand aménagement d'ensemble qui contribuera également, je parle sous le contrôle de M. le maire, qui contribuera également à l'embellissement et à l'attractivité de la cité de Bankomo qui désormais forme avec Yaoundé une espèce de conurbation. Et nous sommes ici dans un beau cadre, un cadre encore préservé qui pourra permettre aux artistes de méditer, de recevoir plus facilement l'inspiration qui leur permettra de créer de très belles œuvres.
l'Institut national des arts et de la culture, que les Camerounais ont appelé de tous leurs vœux, se veut une école de référence dédiée à la formation aux différents métiers des arts et de la culture. Une aubaine pour les acteurs de ce secteur. C'est un joyau architectural qui n'attend plus qu'à répondre à sa vocation. Et nous avons ici un fleuron qui servira de cadre non seulement à la promotion des différentes formes d'expression artistique, notamment les arts de la scène, mais aussi à la formation, à la transmission des savoir-faire dans différents domaines d'expression artistique et culturelle dans lesquels excellent les Camerounais. Au-delà de la formation, l'érection de cet institut à Bankomo augure des lendemains meilleurs, dans la mesure où il va contribuer au désenclavement de cet arrondissement, qui est très proche de la capitale Yaoundé. Disons que ça participe même du marketing social et politique de la commune de Bankomo. Lorsque les gens vont dire le centre des arts est à Bankomo, c'est déjà quelque chose. Au niveau de l'urbanisation, ça va amener des gens ici. Ces gens auront besoin de s'installer et d'investir. Donc pour nous qui sommes là, peut-être que lorsque le centre va démarrer, ça ne sera plus les arbres comme ça et la forêt. Bien sûr que la forêt participe de ce qu'on a appelé de préservation de l'écosystème, mais ça va quand même amener des gens, des habitations et tout ce qui va avec. Le gros œuvre du bâtiment principal étant achevé, l'ouverture de cet institut ne saurait tarder. C'est en tout cas le vœu émis par les acteurs du secteur des arts et de la culture. Un public reportage dans ce journal dans la perspective de modernisation de sa stratégie de collecte et de traitement des ordures ménagères. Isacam a reçu des invités de marque et des partenaires financiers internationaux venus toucher du doigt la qualité du matériel en cours d'acquisition et peaufiner également des projets relatifs. Reportage. Le président de Renault Trucks en visite à Isacam. Mardi 4 septembre 2018. Des visiteurs du futur entrent au siège d'Isacam à Douala. Bruno Blin, le président de Renault Trucks, est reçu par le président directeur général d'Isacam, Michel Gapanon. Bruno Blin est accompagné du vice-président de Renault Trucks International, Olivier de Saint-Melec, et du vice-président de Renault Trucks Afrique, Cyril Barrier. Au menu, visite des installations de la maintenance, de la PU et échange sur la qualité du matériel, son évolution et l'évaluation des nouveaux besoins. Car Isacam vient en effet de faire un achat phénoménal. Grâce à un prêt syndiqué cautionné par Proparco, une filiale de l'AFD dédiée au secteur privé et donc à l'accompagnement des PME-PMI, la société a fait l'acquisition de 200 camions à hauteur de 25 milliards. Elle veut ainsi assurer la propreté dans toutes les capitales de région du Cameroun. Renault Trucks rend donc visite à ce client fidèle qui a acheté sans défaillir à la compagnie, à la multinationale, des camions qu'il a adaptés au fil du temps à l'aridité des zones sahéliennes et des voiries inachevées au sud du Sahara. Renault Véhicules Industriels fut le premier partenaire d'Isacam. 40 ans après, c'est avec les camions de Renault Trucks qu'Isacam maintient le Cameroun propre. Un partenariat gagnant-gagnant. Renault Trucks, c'est un géant de l'industrie automobile française qui emploie près de 9500 salariés dans le monde et qui est établi à Lyon. Bruno Blin, en visite à Isacam, au Cameroun, à Douala, est au volant de Renault Trucks depuis 2015. Ce qui est intéressant, c'est quand même de visiter la ville et de se rendre compte que le traitement des déchets est plutôt bien opéré, même si je sais qu'il y a des hauts et des bas, mais plutôt bien opéré. Et il faut continuer parce que c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, l'assainissement, traiter l'ensemble des déchets de cités qui grossissent très très vite, c'est quelque chose de fondamental et on est très fiers chez Renault Trucks de participer à cet effort sur l'assainissement. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufélé, Paul Atangandi lance la campagne de son champion au parcours Vita. Voilà. Cette mobilisation des conducteurs de mototaxi autour du ministre de l'administration territoriale avec tout le gratin administratif de Douala, vous l'avez suivi, cela a suscité des interrogations sur cette confusion entre la fonction ministérielle et le responsable politique du RDPC qui s'engage déjà dans cette ère de campagne électorale. Il y a quelques critiques qui sont formulées à son encontre. Beaucoup de candidats ne se sont pas rendus aujourd'hui à la tête chez Paul Atangandi. Ils ont tout simplement boudé la première tranche du financement de leur campagne électorale.
Fixée à 15 millions de francs CFA, cette première tranche est loin d'être appréciée par les candidats à l'élection présidentielle. Ils jugent ce montant dérisoire et insignifiant pour se mouvoir durant les 2 semaines de campagne électorale. Il déplore le cynisme du gouvernement et le ministre, quant à lui, n'a pas tardé à réagir. Il estime que ces montants sont prévus tels qu'inscrits dans la loi et il estime qu'il y a d'autres candidats qui ont laissé leurs représentants décaisser ces montants et qui sont déterminés, eux, à battre campagne dans les jours à venir. Voilà, madame, monsieur, vous l'avez compris, ce sera l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric Noufile. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief toujours en compagnie des experts.